Bienvenue sur Interzone et merci d'être là. Ici, nous explorons les zones grises où l'histoire flirte avec la rumeur, où les fragments de mémoire s'assemblent comme un puzzle incomplet. Aujourd'hui, une figure plane encore sur le marais. On l'appelle l'ogre. Octavio, un prénom, rien de plus. Il est uruguayen, la soixantaine passée, très grand, mais surtout très gros. Un bloc, une masse. Les témoins parlent même d'un menhir sur pattes, une silhouette lourde qui semble à la fois inamovible et toujours en mouvement. Une présence qui s'impose avant même qu'il ne dise mot. Et quand il parle, l'accent du Rio de la Plata roule ses syllabes lentement, chaque phrase tombe comme une pierre solennelle et en général définitive. Toujours vêtu de lin clair, foulard noué avec soin, parfois une canne, Octavio cultive une élégance très maniérée. Bagues anciennes, montres discrètes mais précieuses. Il aime citer Mario Benedetti, poète uruguayen, dont il connaît des vers par cœur. Il parle de Montevideo comme d'une ville mémoire, une ville qui n'existe plus que dans ses souvenirs. Pourtant, Octavio ne se montre pas dans les grandes expositions. On ne le photographie pas lors des vernissages officiels, on le croise dans des cercles privés, des dîners feutrés, des salons discrets où l'on entre uniquement sur invitation. Et d'ailleurs, ces cartons d'invitation intriguent. Papier épais, seau bleu, nuit, une mention mystérieuse, bon, rien de si incroyable finalement. Mais là où quelque chose se passe, on observe la mention Consulat de Miranda. En effet, aucun État ne porte ce nom. Mais ces cartons existent. On raconte qu'ils étaient distribués à la main, parfois au dernier moment. Et une fois sur place, rien ne se passe comme prévu. Les invités arrivent à l'heure, les assiettes sont dressées, mais le dîner n'a jamais lieu. Le chef est parti, la vaisselle manque, une coupure d'électricité soudaine survient. On attend, on discute d'art, on boit un verre, puis on repart. La scène se répète encore et encore. Certains rient de ces hasards, d'autres y voient une mise en scène, une performance où l'invité devient acteur sans le savoir. Néanmoins, un soir, deux témoins assurent qu'un rideau s'est ouvert derrière la table. Ils ont aperçu un plateau nu, des projecteurs fixés au plafond, une salle à manger transformée en théâtre, les convives figés, le silence pesant. Puis, comme si de rien n'était, la conversation a repris. Performance, farce, mémoire déformée, personne n'a jamais su. Pourquoi l'appelle-t-on l'ogre du marais ? Parce qu'Octavio a la réputation de, entre guillemets, dévorer les œuvres et les destins. Des artistes affirment lui avoir confié des carnets, des croquis, parfois même une toile, ou des concepts pour un avis, pour une photo. Ils ne les ont jamais revus. On parle d'une collection invisible, sans inventaire, jamais prêtée, jamais montrée. Et puis il y a eu les disparitions. Plusieurs artistes se sont évanouis du paysage après avoir fréquenté ces salons. Un performateur uruguayen arrivé à Paris dans les années 90 est cité dans quelques catalogues, puis plus rien. Silence. Officiellement, il aurait changé de vie. Officieusement, certains parlent d'une résidence obscure en Europe de l'Est, de happenings radicaux où la disparition elle-même devenait l'œuvre. D'autres noms circulent, toujours à voix basse. Une vidéaste française, un peintre chilien, tous effacés des radars comme avalés par l'ogre. Mais ce qui a vraiment alimenté la rumeur, ce sont les notes retrouvées chez son psychanalyste. En effet, Octavio suivait une analyse régulière. Le psy, un homme méticuleux, enregistrait toutes les séances. Après sa mort, ses héritiers ont découvert des dizaines de cassettes. On y entendrait Octavio, sa voix grave,
parlant de son corps lourd, de ses obsessions, de ses rituels. Ces bandes ont circulé brièvement avant d'être retirées. Personne ne sait par qui. Un témoin raconte avoir lu une transcription partielle. Octavio y parle d'une poule en peluche, un jouet banal, qu'il plaçait au centre de sa table basse. Il disait que cette poule l'aidait à se concentrer, qu'elle gardait, entre guillemets, la pièce. Certains y ont vu un geste de superstition, voire même un fétiche vaudou. D'autres un gag, mais tous ceux qui l'ont vu s'accordent. Il y avait quelque chose d'étrangement inquiétant dans cette peluche, comme une invocation ridicule et à la fois menaçante. La légende raconte aussi qu'Octavio organisait des voyages hors de Paris, dans le sud, sur les côtes, mais aussi dans des îles plus lointaines, la Bretagne, les Cornouailles. Certains parlent même des îles Scilly au large. Là-bas, les réunions prenaient une autre tournure. Festins, excès, performances étranges dans des lieux reculés. Certains y voient de simples débauches entre initiés, d'autres parlent de cérémonies, de rituels, où l'ivresse et le silence alternaient jusqu'à l'aube. Ce portrait reste contradictoire. Ses proches le défendent. Ils parlent d'un passeur, d'un mentor généreux, un homme attentif, critique, qui ouvrait des portes. Octavio n'impose rien, il propose. Et chacun choisit. Pour eux, son silence n'était pas de l'emprise, mais une élégance. Ses dîners empêchés, une esthétique. La poule en peluche, une blague, un clin d'œil. Aujourd'hui, Octavio se fait rare. On dit qu'il vit dans un appartement du Marais, entouré de livres et de toiles. Il reçoit encore, parfois, quelques invités triés sur le volet, et quand il parle de Montevideo, revient souvent Benedetti, toujours comme un refrain. Ce qu'il reste, ce sont des fragments, des cartons frappés du sceau de la République de Miranda, des dîners sans fin, des carnets égarés, des artistes effacés, des catalogues, des enregistrements disparus, et cette fameuse poule en peluche, fétiche grotesque et inquiétant, qui hante encore les récits. Alors qui est Octavio? Un mécène discret, un ogre symbolique qui dévore les œuvres et les destins, un passeur mal compris, ou bien le visage d'un réseau invisible où la disparition fait partie de la mise en scène. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà entendu parler de ces cercles privés où on échange plus des destins que des œuvres? Croyez-vous à l'existence de réseaux parallèles, discrets, qui préfèrent rester dans l'ombre? En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter Interzone. On se retrouve très bientôt pour une prochaine.